Alors, comme on a dit, un des comportements que peut avoir la lumière lorsqu'elle frappe une surface, c'est d'être réfléchie. Dans ce chapitre, on va étudier en détail la réflexion. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va étudier le cas de la réflexion de la lumière dans des miroirs plans. Comme par exemple ici, vous avez une surface d'eau calme qui agit comme un miroir plan et qui permet de voir la réflexion des édifices qui sont là. Donc, on va voir comment se fait une image par un miroir plan et quelles sont les caractéristiques d'une image faite par un miroir plan. Quand on dit un miroir plan, ça veut dire un miroir plat, comme les miroirs que vous êtes habitués de voir par exemple dans une salle de bain. Et en dernier lieu, on va étudier la réflexion de la lumière dans les miroirs courbes. Vous avez un exemple ici de miroir courbe. Ça, c'est ce qu'on appelle un miroir convexe, c'est-à-dire un miroir bombé. Les miroirs convexes ont une application très intéressante, c'est qu'ils permettent de voir tout en amplifiant notre champ de vision. Et c'est pour ça qu'ils sont utilisés là, dans les rétroviseurs des gros véhicules, comme les autobus ou les camions, par exemple. Parce que ces gros véhicules-là ont un gros angle mort, mais en utilisant un miroir convexe, ça permet de contourner ce problème-là et d'avoir une meilleure vision. Ces miroirs-là sont aussi utilisés, par exemple, dans des dépanneurs ou des commerces comme ça, où on veut surveiller le vol à l'étalage. Donc, ça permet de, encore une fois, avoir un très grand champ de vision. Les miroirs courbes ont une application scientifique extrêmement importante, j'en ai déjà parlé, c'est les télescopes. Tous les grands télescopes utilisent des miroirs, ce qu'on appelle des télescopes réflecteurs. Et c'est le miroir qui vient collecter la lumière et ensuite la renvoyer sur un détecteur. Donc, lorsque vous avez une source de lumière, le rayon de lumière va partir de là, il va être créé, si vous voulez, à ce moment-là. Et ensuite, le rayon de lumière va se propager, généralement en ligne droite, jusqu'à temps qu'il rencontre un autre milieu. À ce moment-là, le rayon va être soit absorbé, réfléchi ou transmis. Un rayon réfléchi, c'est quand le rayon il rebondit sur la surface du deuxième milieu pour revenir vers son milieu d'origine. Comme vous voyez sur l'illustration qui est ici. Donc ça ici, ça serait en vert, là, c'est un miroir. Alors vous avez le rayon de l'incident et là le miroir vient réfléchir le rayon. Fait que le rayon il rebondit. Ce comportement-là de la lumière est pas vraiment surprenant. C'est quand même intuitif. Parce qu'on sait que les objets mécaniques, lorsqu'ils entrent en collision avec une surface solide, il se produit le même phénomène. Prenez un ballon de basketball, envoyez-le avec un angle comme ça sur le plancher. Alors, il va rebondir comme ça avec un angle. Bon, ici, bien sûr, c'est pas représenté là, c'est-à-dire l'effet de la gravité est pas représenté sur le dessin. Là, donc effectivement, le ballon va pas réellement aller en ligne droite, là, c'est pas possible. Donc en réalité, ça va être des trajectoires paraboliques. Mais si on regarde comme juste avant qu'il rentre en collision, puis juste après qu'il soit entré en collision, mais il va y avoir comme un rebond comme ça, une réflexion. En fait, plutôt que d'utiliser le ballon, une meilleure façon d'imaginer, ça serait d'imaginer une rondelle de hockey qui glisse sur une patinoire. Pourquoi c'est un meilleur exemple? C'est parce que la rondelle, puisqu'elle est en appui sur le sol, ou sur la patinoire, elle est en équilibre vertical. Donc, l'effet de la gravité n'est pas visible dans ce cas-ci. Si la rondelle fait juste glisser sur la patinoire, l'effet de la gravité est comme annulé. Fait qu'imaginez ici en noir, on a la bande. Et ça ici, c'est la rondelle. Et on la lance comme ça. Fait qu'elle va aller en ligne droite. Et elle va frapper ici la bande. Mais on sait intuitivement vers où va aller la rondelle. Elle va pas comme retourner par là. Non. On sait intuitivement que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rebondir de manière symétrique à sa direction d'origine. Si on prend la ligne rouge pointillée ici comme étant l'axe de symétrie. Mais c'est exactement la même chose que la lumière va faire. Maintenant, on va définir les termes. Le rayon qui vient frapper le miroir, on va appeler ça le rayon incident. Ici en noir, ça c'est le miroir. Alors dans ce cas-ci, c'est un miroir plan. Le rayon qui repart de l'autre côté, on appelle le rayon réfléchi.
Et l'axe de symétrie qui se trouve en rouge pointillé, on l'appelle la droite normale. Maintenant, pourquoi normale? C'est comme on avait en mécanique, on avait la force normale. On avait dit, c'est pas dans le sens de normal ou anormal, c'est dans le sens de normal veut dire perpendiculaire en mathématiques. Mais c'est la même chose ici. La droite normale, c'est une droite qui est perpendiculaire par rapport au miroir. Donc, vous avez, autrement dit, un angle de 90 degrés ici. Et c'est dans ce sens-là qu'on utilise le mot normal. Plutôt que de dire droite normale à chaque fois, on va juste dire normal, juste pour que ce soit plus court. Donc, c'est comme ça que va agir un rayon lorsqu'il va être réfléchi par un miroir. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas surprenant. C'est exactement la même chose que ce qu'on observe si on lance une rondelle sur une bande. L'angle que fait le rayon incident avec la normale, on va l'appeler l'angle d'incidence. Et le symbole, ça va être θi. Θ, c'est toujours le symbole pour les angles. Et I pour incidence. Et l'angle que fait le rayon réfléchi avec la normale, on l'appelle θr. On l'appelle l'angle de réflexion. Observez que par définition, ces angles-là sont définis par rapport à la droite normale et non pas par rapport au miroir. Est-ce que l'angle de réflexion, est-ce que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion ont un lien entre eux? Eh bien oui. Ce que dit la loi de la réflexion, c'est que ces deux angles-là sont égaux. L'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Donc mathématiquement, θi égale θr. Parce que comme on a dit, le rayon réfléchi est toujours symétrique par rapport au rayon incident si on prend comme axe de symétrie la droite normale. Donc, ces deux angles-là doivent être égaux. θi et θr. Maintenant, il y a deux types de réflexion. La réflexion spéculaire et la réflexion diffuse. La réflexion spéculaire se produit sur une surface qui est très lisse. Comme par exemple une surface d'Occam, comme vous voyez ici. Cette surface-là étant très lisse, elle va agir en tant que miroir, et c'est ça qu'on appelle une réflexion spéculaire. C'est une réflexion comme sur un miroir. Dans le cas d'une réflexion spéculaire, tous les rayons qui arrivent dans la même direction vont repartir dans la même direction aussi. Et c'est seulement quand on est dans la situation de ça qu'on va pouvoir voir l'effet miroir. Alors, des exemples de surfaces qui donnent lieu à la réflexion spéculaire, pensez à toutes les surfaces qui peuvent faire l'effet miroir. Une surface d'eau calme, un miroir, évidemment, une vitre, un métal poli. Donc, si par exemple, vous preniez une feuille de papier d'aluminium, généralement, il y a un côté poli puis un côté dépoli. Mais si vous regardez le côté qui est poli, ça fait l'effet miroir. C'est une réflexion spéculaire qu'il va y avoir sur cette surface-là. À l'inverse, lorsque la surface n'est pas lisse, comme par exemple de l'eau d'un lac qui est couvert de vagues, comme c'est le cas ici, là. Donc derrière le bateau, vous voyez, le bateau il crée une perturbation dans l'eau, il crée des ondes qui viennent perturber l'eau, et là, l'eau n'est plus lisse ici. Et ça donne donc lieu à la réflexion diffuse, puis on n'a plus d'effet miroir à cet endroit-là. Donc, ce qui se produit, c'est que lors d'une réflexion diffuse, si vous imaginez plusieurs rayons qui arrivent dans la même direction, ils vont tous être réfléchis dans des directions différentes. Fait que, tu vois, le premier ici est réfléchi par là, le deuxième par ici, le troisième par là. Ils repartent les trois dans des directions différentes. Alors ça peut pas créer l'effet miroir. Alors, quelle surface donne lieu à une réflexion diffuse? En fait, toutes les surfaces qui créent pas l'effet miroir. Donc, la majorité des surfaces donnent lieu à de la réflexion diffuse. Par exemple, un tissu. Un tissu va donner lieu à la réflexion diffuse. Ça fait pas l'effet miroir. Donc, quand la lumière arrive sur, mettons, votre chandail, mais là, la lumière elle va être diffusée par votre chandail dans toutes les directions. Et non pas toutes dans la même direction. Ça a un avantage, toutefois, la réflexion diffuse, c'est que ça permet de voir l'objet de n'importe quelle direction, comme on avait vu ici pour le bébé qui regarde le jouet. Justement, ici, c'est la réflexion diffuse qui se produit. Fait que vous voyez, les rayons s'en vont dans toutes les directions, mais c'est ça qui permet de voir le casque de n'importe où. D'autres exemples de surfaces qui donnent lieu à la réflexion diffuse, prenez par exemple une surface de bois.
Évidemment, ça ne fera pas un effet miroir. Prenez par exemple un objet en caoutchouc. Prenez un plastique non réfléchissant. Ou encore une feuille de papier. Une feuille de papier, ça ne fait pas un effet miroir. Ça fait encore une fois une réflexion diffuse. Ou encore votre peau. La peau fait aussi une réflexion diffuse. Maintenant, vous pourrez dire, ouais, mais une feuille de papier, là, quand je la regarde à première vue, elle a l'air lisse. Pourquoi elle fait une réflexion diffuse? Mais en fait, c'est qu'il faut aller pousser un peu plus loin. La feuille, à l'œil nu, elle peut avoir l'air lisse. Mais si vous la regardez au microscope, elle n'est pas lisse du tout. Donc en fait, c'est qu'il faut voir c'est quoi la taille des irrégularités que vous avez en comparaison à la longueur d'onde de la lumière qui subit la réflexion. Donc par exemple, dans le cas de la feuille de papier, on a des irrégularités de l'ordre de 10 à la moins 5 mètres. On peut le mesurer par microphotographie. Et ça équivaut environ à... Et la longueur d'onde de la lumière qui la frappe est environ 10 à la moins 7 mètres. Fait qu'on a 2 ordres de grandeur de différence. Fait que les irrégularités sont environ 100 fois plus grosses que la longueur d'onde de la lumière. Alors ça veut dire que pour la lumière, c'est des grosses irrégularités. Même si vous les voyez pas à l'œil nu.